Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous en avais parlé, il y a un boîtier qui est sorti récemment chez Canon, un boîtier que j'avais vraiment envie de tester. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je l'ai entre les mains depuis maintenant quelques semaines. Il s'agit de celui-ci, le Canon EOS R3, le nouveau boîtier pro de la gamme Canon. Alors ce n'est pas le remplaçant direct du Canon 1DS Mark III. C'est tout simplement une nouvelle gamme, un nouvel ajout. On s'attend tous à voir arriver dans le futur un Canon EOS R1, mais pour l'instant, pour nous faire patienter, entre guillemets, Canon nous propose ce nouveau boîtier. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à le tester? Bien tout simplement parce que j'ai voulu vraiment aller au fond des choses avec ce boîtier pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en pensais, surtout à deux niveaux. D'un premier point de vue pratique, donc la construction du boîtier, son ergonomie, donc ses boutons, ses menus, comment est-ce qu'il fonctionne sur le terrain, tout simplement. Et d'un deuxième point de vue, son autofocus. Aujourd'hui, ce genre de boîtier, on les attend tout particulièrement pour avoir des autofocus ultra performants. J'ai donc voulu voir exactement ce qu'il avait dans le ventre. Comment est-ce que j'ai fait pour le tester? Eh bien, c'est tout simple, je l'ai emmené sur le terrain pendant de très nombreux affûts. Il m'a accompagné sur des affûts à Martin-Pêcheur, ici en France. Il m'a accompagné également pendant plusieurs semaines en Écosse, où j'ai pu le tester de fond en comble, dans une météo qui, comme vous l'imaginez, en mai en Écosse, n'est pas forcément la plus belle. J'ai eu droit à de la pluie, j'ai eu droit à de la grêle, j'ai eu droit à énormément de vent, à des températures qui ont été très variables, et du coup, c'est vraiment un temps idéal pour tester ce genre de boîtier qui est destiné quand même plutôt à un public de professionnels ou de baroudeurs avertis. On commence avec les aspects très pratiques de ce boîtier. Donc, tout simplement, d'un point de vue batterie, pour les possesseurs d'un 1DX, 1DX Mark II, 1DX Mark III, c'est déjà la bonne nouvelle. Ce sont les mêmes batteries que celles que vous utilisez aujourd'hui dans votre boîtier, des LPE19. Ça, c'est une vraie bonne solution que je choisis d'intégrer aujourd'hui Canon dans quasiment toutes ces gammes d'appareils, de garder les mêmes types de batteries. C'est aussi vrai pour les EOS R5, les EOS R6, avec les batteries qu'on avait déjà avant sur les 5D notamment, ou les 7D. Donc ça, c'est vraiment top. Pour ce qui est des cartes mémoire, ici, on a un double slot avec d'un côté une CF Express et de l'autre côté une carte SD classique. Donc ça, à nouveau, plutôt versatile, plutôt pratique, notamment pour ceux qui ne veulent pas, pour l'instant, investir dans des CF Express, même si d'un point de vue perso, je vous le conseille, tellement elles sont plus rapides et plus pratiques sur le terrain, notamment avec des boîtiers qui, comme celui-ci, proposent des très grosses rafales. Ensuite, ce qu'on peut voir sur l'arrière du boîtier, c'est beaucoup de boutons. Beaucoup de boutons avec une disposition qui personnellement m'a un peu dérangé, que j'ai pas trouvé super pratique, qui est en fait celle qu'on avait déjà sur les boîtiers Pro Canon. Mais j'avoue que vu les évolutions d'ergonomie qu'on a pu avoir notamment sur le R5, le R6, avec entre autres les boutons lecture et loupe qui ont été placés sur la droite pour pouvoir directement les avoir sans avoir besoin de déplacer sa main ou d'utiliser sa main gauche. Voilà, avoir finalement ce retour en arrière sur ce boîtier, je l'ai trouvé un peu dommage. Pour le reste, les autres boutons sont très bien, si ce n'est peut-être à nouveau quelque chose qui a été repris de l'ADX Mark III, qui est ce petit bouton ici, le bouton AF On, donc que vous retrouvez dupliqué ici, avec une zone tactile. Cette zone tactile qui est censée du coup nous permettre notamment de naviguer plus facilement dans les images sans avoir à utiliser le joystick qui est ici ou ici. Moi, d'un point de vue personnel, je me suis jamais vraiment fait à cette fonctionnalité. Je trouve notamment que quand on visualise des images, quand on les visionne, on peut trop facilement glisser depuis le joystick sur ce bouton et se retrouver à déplacer la zone qu'on est en train de checker à l'image. Donc j'ai pas trouvé ça très pertinent déjà sur le 1DX Mark III et aujourd'hui c'est la même. Donc ça, un peu dommage. Pour le reste, le boîtier est exceptionnellement bien construit. On sent que c'est très solide, c'est très costaud. La texture un peu soft touch qu'on a sur les côtés est très confortable. Le boîtier est suffisamment grand pour qu'on puisse avoir sa main qui le prend bien, qui le tient bien. Vraiment, non, c'est un boîtier qui est top au niveau de la fabrication, de la construction. Juste peut-être un dernier petit défaut au niveau de l'œilleton et notamment le cache de l'œilleton, cette zone-là un peu soft sur laquelle on plaque son œil. À plusieurs reprises, j'ai failli la perdre.
elle se déplace, elle se déclipse très facilement. Du coup, peut-être un axe d'amélioration pour les prochains boîtiers Canon. Si vous m'entendez, faites quelque chose d'un peu plus dur à retirer. Ça ne sera pas plus mal. Ensuite, sur ce boîtier, comme vous l'imaginez, on retrouve toutes les connectiques pour brancher de l'USB-C, de l'HDMI, un casque, un jack, de l'Ethernet. Vraiment, là, en termes de fonctionnalité, on peut faire un peu tout. Là, pour les photographes, notamment de studio, pour les cinéastes, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Je pense que certains regretteront le fait que ce ne soit pas un HDMI complet, mais un micro HDMI. Micro HDMI, mini HDMI, j'ai un doute. Mais du coup, à part ça, vraiment, le boîtier est juste exceptionnel. On a du rétroéclairage sur de nombreux boutons pour pouvoir notamment voir ce qui se passe la nuit. C'est le cas sur tous les boutons qui sont ici. Avant de parler de l'autofocus, on va parler maintenant de la qualité d'image et du capteur de ce boîtier. Ici, on a un capteur de 24 millions de pixels en plein format. Eh bien, j'ai tout simplement rien à dire sur la qualité de ce capteur qui a répondu complètement à tout ce que moi j'attendais. Ça monte parfaitement dans les ISO, on peut facilement aller travailler jusqu'à 10 000 voire un peu plus avec des images bien exposées. La sensibilité donc est extrêmement bien gérée. En termes d'exposition, j'ai toujours trouvé ça très bien fait, très fin, même en mode automatique. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. La balance des blancs également est plutôt très bien réglée, y compris en mode automatique. Donc non, vraiment un excellent capteur que Canon nous propose ici. Alors c'est vrai que sur les derniers boîtiers qui sont sortis, que ce soit le R5, le R6, personnellement j'ai jamais été déçu et ça se confirme aujourd'hui. Canon montre un vrai savoir-faire, une vraie maîtrise aujourd'hui sur la conception de leur propre capteur. On va maintenant parler de l'autofocus et avant de parler en soi des performances de l'autofocus, il faut parler de son réglage. Vous allez constater dans ce boîtier qu'il y a énormément de menus, de modes par lesquels on peut régler l'autofocus. C'est très bien, mais c'est aussi une vraie usine à gaz. Et clairement, si vous ne venez pas d'un 1DX ou à minima d'un EOS R5, je vous conseille vraiment de prendre le manuel, de le regarder, de le lire en détail, de regarder des tutos sur internet sur les réglages précis, parce qu'on peut faire énormément de choses, mais du coup, qui dit faire énormément de choses, dit aussi faire des choses qui ne vont pas du tout fonctionner. Par exemple, si vous avez programmé une réactivité trop importante de l'autofocus, que vous êtes en train de photographier un oiseau, un avion, un sportif ou que sais-je, et que quelqu'un ou quelque chose, un obstacle passe devant, et que vous êtes sur la réactivité maximale, et bien clairement, votre boîtier, il va prendre ce nouveau sujet et vous allez rater vos photos. Donc, il faut vraiment avoir un réglage très fin, je trouve, de cet autofocus pour réussir à lui faire donner le maximum. On a également de nouveaux réglages qui sont liés à l'autofocus à l'œil. Alors, on en a beaucoup parlé de cette fonctionnalité, donc à ne pas confondre avec le fait que l'autofocus va détecter l'œil de votre sujet, mais là on parle vraiment d'avoir l'autofocus qui va cibler le sujet que vous êtes en train de regarder avec votre œil directeur dans l'œilleton. C'est une fonctionnalité qui est très ancienne puisqu'elle existait sur le Canon EOS 3 qui était un boîtier argentique à l'époque. Sur le papier, c'est intéressant, on se dit si j'ai plusieurs sujets, je vais pouvoir tout simplement passer de l'un à l'autre simplement en le regardant. Dans les faits, j'ai pas trouvé ça extrêmement pratique. Alors déjà, il y a un premier truc, il y a un système de calibrage à l'intérieur de l'appareil pour pouvoir tout simplement qu'il comprenne votre œil, qu'il s'y fasse et qu'il vous propose le meilleur ensuite fonctionnement possible. Ce calibrage, il faut le faire un certain nombre de fois pour qu'il soit vraiment très pertinent. Moi, j'ai dû le faire 5-6 fois. Sauf que je me suis rendu compte que je l'avais fait avec mes lunettes et finalement, ensuite, la plupart du temps, quand je suis sur le terrain, je retire mes lunettes à quelques exceptions près. Et donc, je me suis retrouvé avec sur le terrain un réglage qui ne fonctionnait plus puisque dès que j'ai retiré mes lunettes, il n'arrivait plus bien à voir et j'avais systématiquement le viseur qui se retrouvait un peu décalé par rapport à là où je regardais. C'était dommage. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, l'autofocus sur les derniers hybrides Canon est tellement performant, est tellement rapide, est tellement intelligent que finalement, moi, j'ai pas trop vu l'intérêt, l'usage de cette fonctionnalité. Et pour vous dire vrai, au bout de quelques jours, je l'ai désactivé parce que finalement, j'avais l'impression que ça me faisait perdre plus de temps que ça ne m'en faisait gagner sur les images. Donc, peut-être que pour certains usages, cette fonctionnalité, elle a du sens. Pour moi, pour les photos que je fais,
ça m'a pas servi. On interrompt cette vidéo quelques instants, on stoppe les rotatives, on arrête tout. Vous oubliez une partie de ce que je viens de dire, pas la totalité, juste une partie, ou plutôt plus qu'oublier, en fait, je veux compléter mon propos. Cette vidéo, les scènes que vous êtes en train de regarder, celles que vous allez voir juste après, je les ai tournées il y a maintenant quelques jours. Et après avoir tourné, je me suis quand même posé pas mal de questions sur cet autofocus à l'œil. Et je me suis dit que c'était quand même surprenant qu'une marque comme Canon ait investi autant en R&D pour sortir quelque chose qui finalement, à mon sens, ne fonctionnait pas particulièrement bien, enfin en tous les cas, ne m'apportait pas grand-chose sur le terrain. Du coup, j'ai quand même réfléchi le sujet et j'ai testé tout simplement le R3 dans d'autres conditions, notamment dans des situations peut-être qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles d'un certain nombre de photographes, en particulier sur de la photo de sport. Alors, je ne peux pas vous montrer d'images parce que les événements que j'ai couverts, je ne suis pas autorisé à partager les images, mais pour autant, j'ai pu tester ça avec différentes optiques, avec un 24-105, avec le 100-400, donc le 100-400 en monture EF, le 24-105 en monture RF. Et là, clairement, je me suis rendu compte que l'autofocus à l'œil avait un vrai intérêt. Quand on est sur une scène où on réussit à dissocier, malgré le bokeh, malgré la profondeur de champ, les différents sujets, quand l'autofocus n'a pas à trop aller chercher à des distances trop importantes, un premier plan, un arrière-plan, ce genre de choses, là, il y a un vrai intérêt pour pouvoir choisir précisément son sujet à utiliser l'autofocus à l'œil. Par contre, je reste quand même convaincu que pour les personnes qui, comme moi, sont porteurs de lunettes de manière aléatoire, c'est un vrai souci, clairement, entre le calibrage avec les lunettes, sans les lunettes. Pourtant, j'ai pas une grosse correction, mais juste le fait du coup de reculer un peu mon œil par rapport à l'œilleton fait que eh ben, c'est la galère. Donc voilà, ça c'est quand même un truc qu'il faudra, je pense, essayer de corriger à l'avenir. Je ne sais pas si ce sera possible, j'ai peur que ce soit une problématique technique, mais pour autant, je reviens donc un peu sur ce que j'ai dit avant, l'autofocus à l'œil, c'est pas si mal, mais ça dépend vraiment les conditions et votre pratique. Voilà, la partie est terminée, on retourne à la vidéo. Et ensuite, si on parle de l'autofocus en lui-même, eh bien, il est très bon. Il est très bon, c'est tout simplement un autofocus qui est aussi bon que celui du R5, du R6. Donc, je vous ai déjà proposé des tests sur mon site, sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à aller les regarder. Vraiment, c'est super rapide, c'est très précis. Une fois que ça suit son sujet, s'il est bien réglé, ça ne le lâche plus. Les 30 images par seconde, eh bien, sur certaines séries, quasiment tout est net, ce qui est juste hallucinant. Enfin, on ne se rend pas compte du bond technologique auquel on a eu droit ces dernières années avec les hybrides et encore plus avec ce boîtier. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est dingue. Vraiment, moi, je suis ultra impressionné par l'autofocus de ce boîtier. Vraiment, c'était quasiment pas de ratés. Voilà, les rares ratés, c'était de mon fait pour des mauvais réglages. Mais sinon, ou sur des sujets vraiment ultra compliqués qui arrivaient de face. Je pense notamment à des fous de bassin en plein plongeon. Je pense au macaremoine qui est un tout petit oiseau. Voilà, sur ce genre de photos, ça arrivait qu'il y ait un décroché, que sur la rafale, ça ne se passe pas bien, ou même qu'il n'arrive pas à accrocher le sujet. Ça arrivera toujours. Mais globalement, par rapport à d'autres boîtiers, notamment si je repense aux gammes Reflex, on a vraiment un bond en avant qui est hallucinant. Alors, est-ce que je vous recommande ce boîtier? Clairement, ça dépend. Ça dépend de vos besoins, ça dépend de ce que vous allez en faire. C'est un boîtier qui est vraiment très spécialisé pour le photographe pro, le photographe d'action. Si vous n'avez pas ce besoin absolument de 30 images par seconde, si l'autofocus à l'œil, comme pour moi, n'a pas trop de sens, si la construction monobloc de ce boîtier, qui en fait un vrai petit tank, n'a pas d'usage pour vous, non, je ne peux pas vous le conseiller. Si par contre, à l'inverse, vous répondez oui aux questions précédentes, alors oui, là, l'investissement, il en vaut la chandelle. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement professionnel. On est sur des niveaux de prix qui sont quand même très importants. Mais ce boîtier, il vous en donnera pour votre argent, clairement. C'est pas possible d'être déçu. Une fois qu'il est bien configuré, une fois qu'on a bien compris comment il fonctionnait, c'est impossible d'être déçu par ce genre de boîtier. C'en est fini pour le test du Canon EOS R3. J'espère qu'il vous a plu. En tous les cas, voilà, c'est mon opinion, complètement subjective, j'assume, sur ce boîtier. J'espère que ce test
vous a plu, que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires, même si du fait que j'étais parti pendant un moment ces dernières semaines, je sais que j'ai beaucoup de retard, désolé pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Une vidéo notamment pour vous expliquer comment j'organise mes affûts à Martin Pêcheur et une autre vidéo également pour tester une autre nouveauté Canon qui est le RF 400 mm 2.8, ce qui peut intéresser certaines personnes aussi. À bientôt!